Si on m'entend. Oui, ça y est. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la Gaîté Lyrique aujourd'hui pour ce séminaire organisé par l'Association des centres chorégraphiques nationaux. Cette journée s'inscrit dans la saison des 30 ans des CCN qui s'est articulée autour de différents volets. Un volet festif qui a eu lieu le 19 février dernier au Théâtre National de Chaillot. Un volet numérique avec la création de la plateforme 30 ans danse, dont vous avez pu voir des extraits peut-être qui sont projetés à l'entrée de la salle. Un volet régional avec différents événements organisés dans chaque CCN et un volet réflexif. Nous sommes aujourd'hui réunis pour aborder l'axe réflexif de cette saison des 30 ans. Il nous est apparu nécessaire de rassembler le secteur chorégraphique, qui ne l'avait pas été depuis les Assises de la danse de 1998, et ce de manière élargie, bien au-delà de nos structures. Cette journée est le fruit d'un travail collectif qui a eu lieu durant les mois de mars et avril dernier, et dont le protocole vous sera détaillé aujourd'hui. Nous avons organisé cet après-midi en 3 temps. Restitution des différents enjeux par les 4 co-animateurs du séminaire que je vais vous présenter d'ici quelques minutes, de 14h30 à 16h. Des échanges avec la salle de 16h à 16h30, une petite pause de 16h30 à 17h, puis à 17h une conférence de Céline Roux intitulée « Un monde sans danse », dont la direction artistique a été confiée à Supertalk à la demande de la CCN. Je tiens aujourd'hui à remercier l'ensemble des partenaires qui se sont associés à nous pour mener à bien cette saison des 30 ans, et particulièrement le ministère de la Culture et de la Communication, la SACD, la Gaîté Lyrique, le Théâtre National de Chaillot, le Centre National de la Danse, ainsi que toutes celles et ceux qui ont bien voulu donner de leur temps pour partager ces réflexions et nourrir ainsi ce séminaire. Avant de leur laisser la parole, je vous présente donc les 4 co-animateurs qui vont restituer le travail mené lors des 2 journées d'atelier de mars et avril. Hélène Joly, secrétaire générale de la CCN, Olivier Perry, administrateur général du CCN de Rieux-la-Pape, Solène Racapé, directrice déléguée du phare CCN du Havre, Laurent Vinoget, secrétaire général du CCN Ballet de Lorraine et vice-président de la CCN. Ils seront accompagnés et soutenus moralement par Lorraine Boyer, que vous ne voyez pas, assistante du secrétariat général de la CCN, qui vous présente ces images, qui va vous présenter un ensemble d'images qui accompagneront le séminaire. Et avec eux sur le plateau, nous accueillons également plusieurs témoins ayant participé aux ateliers. Millet Cocampo, Anne-Lise Gobin, Béatrice Hanin, Stéphane Lauré, Jonathan Pranlas et Isabelle Vuong. Je les remercie et je vous souhaite un bon après-midi. Je passe la parole tout de suite à Hélène Joly. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Alors pour commencer, je voulais vous préciser que nous avons mené l'ensemble de ces réflexions en les resituant dans un contexte général de réforme. Pour commencer, la réforme territoriale qui, comme vous le savez, va engendrer des mutations profondes tant organisationnelles que politiques et qui entraîne corollairement une instabilité politique due aux prochaines échéances électorales, les régionales en décembre 2015. Ensuite, la réforme de l'État avec la fameuse MAP, la modernisation de l'action publique, qui tend a priori vers une plus grande déconcentration des services. Enfin, la réforme de l'intermittence, qui tend positivement vers une plus grande sécurisation du régime, à travers son inscription dans la loi sur le dialogue social et l'emploi qui devrait être adoptée cet été, mais qui fait bien sûr l'objet d'âpres négociations encore entre les partenaires sociaux. Vous remarquerez, je vous gracie de la réforme des collèges qui fait l'actualité. Au-delà de ces réformes, nous pouvons noter que le Premier ministre déclare un certain attachement à la culture, en faisant des annonces, non seulement sur le régime spécifique de l'intermittence, mais aussi sur la sanctuarisation des budgets de la création et de la transmission des savoirs en 2015, avec une légère augmentation également annoncée des mêmes budgets pour 2016. En revanche, et c'est là où le bas blesse considérablement, la réduction des dotations de l'État aux collectivités a des effets désastreux que l'on peut déceler dès à présent dans les choix qu'opèrent certaines collectivités de jour en jour plus nombreuses vis-à-vis des établissements culturels, en baissant sans complexe les subventions.
La cartocrise qui circule sur le net parle d'elle-même. Alors, la future loi portant sur la création, l'architecture et le patrimoine viendra peut-être consolider la liberté de création des artistes, mais nous sommes néanmoins devant une fragilisation inédite de l'ensemble de l'édifice du spectacle vivant public, fragilisation d'autant plus grande que beaucoup d'élus aujourd'hui, toutes couleurs politiques confondues, semblent méconnaître les enjeux sociétaux liés à l'accessibilité à une culture de qualité. Les arguments économiques et les notions de rentabilité ont malheureusement pris le pas sur toute autre forme de réflexion. La réponse du ministère de la Culture et même du gouvernement aujourd'hui face à cette situation est d'engager les villes et les collectivités à signer des pactes pour soutenir la culture. Il met également en avant, en écho aux attentats du mois de janvier, le soutien à la jeune création et à l'émergence avec la tenue des assises de la jeune création qui ont commencé à se dérouler et seront présentées au mois de juin, où les questions de diversité, de décloisonnement et d'accessibilité sont a priori au centre des travaux. Enfin, un autre rendez-vous annoncé par le ministère conjointement avec celui du Travail sera la conférence pour l'emploi à l'automne prochain, où il pourra a priori être question de mesures pour l'emploi dans le secteur culturel. Une fois balayé l'ensemble de ces éléments de contexte, je vais passer la parole à Laurent Vinoget, qui va nous expliquer la démarche et l'organisation de ce séminaire. Merci Hélène. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. L'objectif premier de ce séminaire était de réunir en petits groupes des personnes issues du secteur chorégraphique sur des thématiques communes. Nous souhaitions une circulation des informations et des points de vue de façon à mieux appréhender les réalités de fonctionnement et la diversité de ces réalités, fonctionnement des uns et des autres. L'autre objectif de ce séminaire était de construire ensemble des propositions de préconisation concrètes relatives à quelques enjeux que nous avions identifiés. Un groupe de travail s'est constitué au sein de l'Association des centres chorégraphiques nationaux qui a travaillé sur le repérage des éléments de contexte, sur des constats et sur la définition d'enjeux pour le secteur chorégraphique aujourd'hui, qui ont ensuite été partagés pour être enrichis lors de 2 journées d'ateliers dont on a parlé tout à l'heure, les 23 mars et le 21 avril, au Centre national de la danse. Vous avez trouvé la liste des participants aux ateliers dans le document qui vous a été remis à l'entrée. Il s'agit d'artistes-interprètes, de chorégraphes, d'administrateurs de compagnie, de directeurs de scènes conventionnés, de directeurs de centres de développement chorégraphique, de membres d'équipes des CCN, de 2 directeurs de centres chorégraphiques nationaux et d'une professionnelle suisse. Nous avons mixé également les générations et les esthétiques. Chaque journée d'atelier a réuni une trentaine de participants, séparés en 2, voire 4 groupes de travail, avec des temps de restitution collectifs. Un organe de gouvernance a également été constitué, composé des 4 co-animateurs, de 2 membres du bureau de l'Association des centres chorégraphiques nationaux, Emmanuel Vaudine et Bruno Joly, et de 2 participants au groupe de travail, non membres de la CCN, Béatrice Hanin et Frédéric Pérouchine. Ce groupe de travail avait pour objectif de travailler en entonnoir, c'est-à-dire de se réunir après chaque journée d'atelier pour organiser les réflexions posées et définir les sujets prioritaires à travailler. Nous avons été soutenus et conseillés par la Belle Ouvrage et le bureau Cassiopée, en les personnes de Clara Rousseau et Anne-Cécile Sibué, pour construire ensemble ce séminaire. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de retraverser avec vous les thématiques visitées, les 23 mars et 21 avril, de vous exposer les quelques lignes de force qu'il nous semble important de mettre en place ou de creuser dans un avenir proche pour accompagner la vitalité du secteur chorégraphique. Nous avons donc identifié 4 grands enjeux en vue des éléments de contexte généraux dont nous avons parlé tout à l'heure et des constats que nous préciserons plus tard dans chacune des thématiques. Ces enjeux sont améliorer la cohérence du secteur, c'est-à-dire améliorer les passerelles entre les différents acteurs du secteur, améliorer la mise en réseau des acteurs du secteur avec les autres acteurs du spectacle vivant, renforcer le partage des outils et des compétences. Deuxième enjeu, augmenter et qualifier la visibilité directe et indirecte du secteur, stimuler la diffusion de la danse dans sa diversité et dans les réseaux de diffusion, mais également développer les publics pour la danse et l'ancrage social de la danse. Troisième enjeu,
garantir la pérennité de la vitalité du secteur, c'est-à-dire consolider les moyens de financement, de professionnalisation, mais également de sensibilisation des décideurs et des élus. Quatrième enjeu, qualifier et prendre en compte la notion de parcours d'artiste, c'est-à-dire consolider les parcours, la formation initiale, l'insertion, la formation continue et l'évolution des carrières. Articuler le passage de compagnie à structure et de structure à compagnie. Un cinquième enjeu a également été évoqué, mais il a été peu traité dans ces ateliers, même s'il est essentiel et important pour nous, c'est la question de la parité homme-femme. Aujourd'hui, nous avons réuni ces enjeux sous la bannière de grandes thématiques qui sont la production et la diffusion des œuvres, parole sur la danse, danse et société. Et enfin, ce qui sera une forme de conclusion de cette restitution, la manière de poursuivre, de prolonger ce travail en traitant les différents points qui vous seront en partie exposés cet après-midi et d'autres points que nous souhaitons continuer à travailler, tout particulièrement celui du parcours des artistes. Je passe la parole à Solène Racapé et à Olivier Perry qui vont intervenir sur la première thématique, la production et la diffusion des œuvres. Donc nous allons vous parler de la production et de la diffusion des œuvres chorégraphiques. Et pour commencer, nous allons partager avec vous quelques constats qui ne sont pas forcément très joyeux. La baisse des moyens de production, les subventions du ministère de la Culture allouées aux lieux stagnent, ce qui entraîne une baisse du disponible artistique en prenant en compte l'augmentation mécanique des frais de structure. La baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales qu'Hélène a évoquées impacte directement les politiques culturelles de ces dernières, en fonction des territoires et des volontarismes politiques. Cette baisse peut se répercuter sur les subventions allouées aux opérateurs, ce qui vient encore affecter les disponibles artistiques, sans compter le risque de délabellisation à craindre pour certains lieux dans un avenir proche. Les montants des subventions allouées aux compagnies sont de manière générale faibles, alors qu'un plancher de 80 000 € par an semblait communément admis pour les compagnies chorégraphiques conventionnées. La réalité aujourd'hui est souvent bien en deçà. Par ailleurs, 60% des aides aux projets attribués sont d'un montant inférieur à 10 000 € pour les compagnies chorégraphiques. De plus, les moyens de coproduction des opérateurs spécialisés stagnent. Par exemple, concernant les centres chorégraphiques nationaux, la dotation Accu Studio reste bloquée à 45 000 € depuis maintenant 17 ans. Il en va de même pour les CDC et les scènes conventionnées. Un autre constat relatif à la production et la diffusion des œuvres chorégraphiques est celui du report de la prise de risque sur les structures spécialisées. Aujourd'hui, les contraintes pesant sur les scènes pluridisciplinaires, et notamment les scènes nationales, en termes de fréquentation, induisent un phénomène de concentration des programmations dans ces structures sur des esthétiques ou des formes dites accessibles ou grand public. La programmation des formes plus risquées se trouve aujourd'hui cantonnée dans des niches, souvent des festivals ou des temps forts. L'expérimentation ou la programmation de projets plus fragiles repose dorénavant très souvent sur des structures comme les CCN ou les CDC. L'influence de la baisse des moyens sur la qualité et la durée de vie des œuvres. Les budgets de production en baisse ont une influence sur les temps de répétition. Les pièces sont inaugurées de manière précoce, ce qui a des conséquences sur leur qualité et donc sur leur diffusion. Aussi, la difficulté à mettre en œuvre des pièces aux distributions ambitieuses en raison des charges salariales est de plus en plus évidente. Et puis, une sorte de cercle vicieux se met en place. Plus la durée de vie des œuvres est courte, plus les compagnies ont tendance à créer plus souvent. Cette augmentation du nombre de créations ne peut être absorbée en termes de diffusion par le secteur, ce qui a pour conséquence de raccourcir encore plus la durée de vie des œuvres, etc., etc. Dernier constat, 4 générations de chorégraphes sont aujourd'hui au travail. Cela dénote d'une part d'une grande vitalité du secteur chorégraphique, mais cela rend d'autre part plus compliqué l'accès aux moyens de production et de diffusion des œuvres. Ces constats posés, nous nous sommes interrogés sur les préconisations qu'il serait pertinent de prendre pour accompagner cette vitalité, intégrer l'émergence, renforcer les moyens et les conditions de production et de diffusion des œuvres. Quelques précisions supplémentaires avant de passer aux préconisations qui ont été travaillées au cours du séminaire. Le ministère de la Culture et de la Communication a travaillé sur un décret précisant les modalités de soutien aux compagnies et ensembles indépendants.
Ce décret vient de passer en Conseil d'État et un arrêté précisant les moyens alloués et les conditions d'attribution de ces aides devrait suivre prochainement. Par ailleurs, un courrier du directeur général de la création artistique a été adressé au DRAC, précisant que désormais, toute aide aux équipes indépendantes ne devrait être inférieure à 10 000 €. Ces constats exposés, Laurent Vinoget va commencer à vous présenter les propositions de préconisation qui ont été travaillées pour la production et la diffusion des œuvres chorégraphiques. L'une des premières préconisations que nous avons travaillées et qui est née des discussions des 23 mars et 21 avril serait l'idée de commander une étude pour le repérage de bonnes pratiques. On parlera un petit peu plus tard de qu'est-ce que peuvent être ces bonnes pratiques. Donc au cours des 2 journées d'atelier, les 23 mars et 21 avril, la question de la visibilité de la danse a traversé à de multiples moments les constats et les enjeux que nous avons questionnés et enrichis ensemble, selon la démarche exposée un peu plus tôt, ainsi que la recherche de propositions concrètes. D'interrogations reposant souvent sur des impressions ou des constatations locales ou du secteur, nous poussant à solliciter en janvier auprès du ministère de la Culture et de la Communication une étude sur la diffusion de la danse dans les scènes pluridisciplinaires, nous avons progressivement évolué vers le désir exprimé d'une étude sur la place de la danse dans les réseaux labellisés. Cette volonté d'un état des lieux plus large que limité à la seule diffusion a trouvé son origine dans la nécessité portée par le groupe réuni ces 2 jours d'ouvrir cette étude à l'ensemble des réseaux sous la forme d'analyse de cas pratiques balayant largement et précisément les questions de la production, c'est-à-dire la coproduction et la production déléguée, mais également de la résidence, de la question de l'accompagnement des artistes, de la diffusion et de l'association de ces artistes à ces différentes scènes. Nous proposons tout d'abord de poursuivre ce travail, tout particulièrement sur le vocabulaire de ces différentes notions, afin de mieux définir ces différentes notions évoquées ci-dessus et de partager celles-ci dans le cadre d'un parcours réunissant des professionnels représentant la diversité du secteur chorégraphique. Une fois cette mise en commun et cette nouvelle traversée du vocabulaire et de ces définitions réalisées, nous proposons de favoriser la mise en valeur sur l'ensemble du territoire national pour commencer, de bonnes pratiques couvrant l'ensemble de ces différents points, considérant que celles-ci peuvent permettre d'orienter de nouvelles préconisations pouvant répondre aux enjeux exposés en ouverture de cet après-midi. Ces précisions dans le champ d'intervention de l'étude nous a poussé à parler plus particulièrement désormais d'une étude pour le repérage de ces bonnes pratiques. Dans un second temps, en parallèle de ce premier axe de travail et dans le cadre de la réforme territoriale engagée, nous proposons de tenter d'analyser la complexité et la complémentarité des réseaux dans la chaîne d'accompagnement des projets chorégraphiques au niveau des nouvelles grandes régions, en particulier sur la question des mises en commun, du partage de compétences, du partage de connaissances et des mises en lien au sein de ces grandes régions. Je pense que nous pensons collectivement que des enjeux importants sont sur cette question. Il nous a paru opportun également, dans cette partie, d'envisager d'inclure non plus uniquement les lieux labellisés, mais également les lieux intermédiaires non labellisés, qui souvent sont des soutiens importants pour les compagnies en région. Ces premiers éléments d'études possibles et réfléchis exposés ainsi nous incitent à proposer d'être associés, le groupe de travail dont on vous a parlé en ouverture, mais également le groupe de travail dont on parlera un peu plus tard, à la production du cahier des charges de cette étude. Cette volonté de repérage de bonnes pratiques serait complète s'il est possible d'envisager d'inclure un terrain élargi européen à cette recherche, en poursuivant et en élargissant l'intégration de professionnels étrangers dans le groupe de travail et de suivi de cette proposition. Nous allons commencer maintenant à faire appel aux personnes qui nous ont accompagnés dans les ateliers. Et je propose à Béatrice Hanin, qui est directrice de la scène conventionnée Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, de répondre à une question en fait. Béatrice, donc, tu diriges une scène conventionnée dans la proximité et la banlieue de Rouen. En quoi la participation à cette étude pour une scène conventionnée serait importante? Qu'est-ce qui est important pour toi dans une étude sur la recherche et le repérage de bonnes pratiques? Merci, ça marche. Merci de nous avoir associés à ces travaux.
C'est important parce que les scènes conventionnées aujourd'hui sont vraiment dans un paysage multiple qui œuvre pour le développement chorégraphique. Et qu'aux côtés des CCN et des CDC, les scènes conventionnées reçoivent aussi des subventions de l'État pour développer un projet incisif dans le secteur de la danse. Il faut rappeler qu'un conventionnement pour la danse est un atout vraiment très important pour un théâtre de ville. Je peux parler évidemment que depuis mon expérience, puisque la danse donne vraiment une colonne vertébrale très forte au projet, et c'est vraiment autour de la danse, en articulation avec la danse, que le projet va faire sens dans sa globalité. On le constate aussi un petit peu le maillon plus faible de la fréquentation, là où le public va se diriger le moins spontanément, le moins facilement. C'est donc à cet endroit-là qu'il y a vraiment aussi un enjeu de mener une politique des publics extrêmement active et inventive. Et donc avec ces subventions, grâce à ces subventions, on va pouvoir mettre en place vraiment aussi un schéma de soutien au développement chorégraphique avec les résidences, les coproductions, la diffusion et l'action culturelle. Et c'est ainsi, avec toutes ces facettes, que les scènes conventionnées vont s'inscrire dans un réseau plus large, qu'il soit national ou régional, et deviennent un maillon de la chaîne d'accompagnement des projets chorégraphiques. Voilà, un petit exemple chez nous, en Haute-Normandie, où le Rive Gauche est partenaire du Centre chorégraphique national Le Havre, dans un réseau baptisé le réseau Labaille. Un troisième point, c'est important parce que les scènes conventionnées sont vraiment des lieux de très grande proximité avec le public. Je dirais que les CCN et les CDC sont un maillage un peu large à l'échelle de la région, et que les scènes conventionnées proposent un maillage plus resserré sur un territoire en effet plus petit. Ce conventionnement est souvent adossé à des théâtres de ville de taille moyenne, 20 000, 30 000 habitants, et ça permet d'amener vraiment de la danse sur des territoires et vers des publics qui n'auraient pas accès à ces propositions sans ces lieux relais. Et le travail d'accompagnement des artistes vient vraiment en complémentarité de ce qui va se passer dans les lieux labellisés. Accueillir un artiste en résidence dans une scène conventionnée, comme nous l'avons fait avec Yann Rabalan pendant 2 ans, qui en parallèle était accueilli en accueil studio au centre chorégraphique de la région, le phare au Havre. C'est évidemment pas du tout la même chose, ni dans les contenus, ni dans la durée, mais c'est extrêmement complémentaire, et c'est important et indispensable pour l'artiste d'avoir ces 2 endroits dans la construction de son projet artistique. Voilà, donc associer les scènes conventionnées à cette étude, c'est, je pense, d'une part vérifier la place de la danse dans les scènes conventionnées pour la danse, vérifier la place de ces scènes conventionnées dans une chaîne de soutien au projet chorégraphique, rendre visibles les actions, les identifier, s'en nourrir, les partager un peu plus. C'est prendre conscience aussi du sentiment d'immanence de ces actions alors que leur pérennité reste fragile. Et c'est, je dirais, en mot de conclusion, réaffirmer la place de la danse dans le réseau danse. Merci Béatrice. Je vais passer le pupitre à Hélène Joly pour une intervention autour de la question des artistes associés. Oui, alors Béatrice vient de l'évoquer, la question de la place des artistes au sein des établissements est un sujet redondant, largement partagé par l'ensemble des participants aux ateliers, qu'ils soient artistes ou directeurs de scène. Alors en effet, un dispositif d'artistes associés dans les réseaux des structures chorégraphiques répondrait aux notions de partage d'outils et de responsabilités qui ont été réellement revendiquées comme nécessaires aujourd'hui par les acteurs en présence. Alors plusieurs axes et objectifs vertueux ont été définis par rapport à un tel dispositif. Le premier étant un réel soutien à la création avec l'apport de moyens de production solides et durables. Ensuite, la possibilité d'offrir un espace d'expérimentation adapté aux projets des artistes et à leur parcours.
Également une forme d'accompagnement et de professionnalisation, notamment s'il s'agit de jeunes artistes, avec la notion de porosité entre les équipes, qui peut permettre une meilleure appréhension des réalités des deux côtés, du côté des compagnies comme de celui des structures. La possibilité aussi d'offrir au public d'autres modalités de rencontres esthétiques, en lui permettant de suivre le travail d'un artiste à travers une pluralité de propositions. Et enfin, nous l'espérons, la création d'un effet levier pour que ce dispositif soit plus largement répandu, notamment dans les réseaux pluridisciplinaires. Alors, en travaillant ce sujet, la question sémantique a été abordée également, comme le rappelait Laurent, car on sait à quel point la dénomination d'artiste associé aujourd'hui recouvre des réalités différentes selon les lieux, et il peut s'agir actuellement d'un terme légèrement galvaudé. L'association d'artistes peut être, et même doit être pensée de manière différente selon les lieux, en fonction de leurs équipements, de leur territoire et des projets de direction. Il est facilement imaginable en effet qu'un artiste associé à un CCN ne recouvrera pas les mêmes réalités qu'un artiste associé à un CDC ou à une scène conventionnée, et qu'à l'intérieur même, par exemple, du réseau des CCN, les projets, le cas échéant, seraient légèrement différents. Néanmoins, quelques principes ont été énoncés comme des préalables à la mise en œuvre d'un tel dispositif. Pour commencer, bien sûr, le nerf de la guerre, un préalable financier, la nécessité de moyens supplémentaires, si possible en financement croisé. Ensuite, la question du temps a été posée avec un minimum de 2 années, constaté comme le minimum nécessaire pour mettre en place un projet. La rédaction commune d'une convention qui lierait les deux parties en clarifiant nettement la nature des relations et la forme de l'association. Et enfin, et ce n'est pas contradictoire, une grande souplesse dans les cadres, car il faut permettre une réelle co-construction des projets. Donc s'il peut y avoir un socle commun en matière de montant minimum à apporter, par exemple, en termes de coproduction de projets ou sur la durée de l'association, il faut pouvoir laisser une réelle liberté aux protagonistes pour leur permettre d'imaginer un projet en commun. Il a été question, ceci étant, d'aborder les projets sous l'ensemble des angles des missions des lieux, sans que ce soit exhaustif, associer un artiste ou plusieurs artistes à la programmation, à la communication, à une politique d'établissement, etc. Nous avons abordé également en atelier le sujet de l'après-association. Que devient un artiste après son association à un lieu? Comment l'aider à rebondir en fonction de son parcours? Alors, il n'a pas été donné de réponse réellement à cette question, mais je dirais que le simple fait de se la poser est en soi important pour ne pas tomber dans un rapport d'utilisation d'un directeur de lieu vis-à-vis d'un artiste. Il a été aussi évoqué un système inversé qui nous semblait intéressant à vous rapporter, qui consisterait à lancer des appels à projets d'artistes vers des lieux. C'est un peu l'exemple du dispositif Pas de côté, mis en place par la DRAC Nord-Pas-de-Calais, qui consiste à attribuer une aide à des artistes qui souhaitent effectuer une résidence de recherche dans un lieu labellisé. Voilà, pour conclure sur le sujet, j'aimerais poser une question à Stéphane Loret, qui est directeur du CDC Le Cuvier à Artigues près de Bordeaux. En effet, Stéphane, dans le réseau des CDC, vous avez réfléchi à un dispositif d'artistes associés. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les axes que vous développez dans le cadre d'un tel dispositif? Bien sûr. Bonjour à tous. Merci à la CCN pour l'organisation de ces journées de réflexion. Et j'aurais juste un souhait, c'est que ces rencontres se pérennisent dans le temps. Voilà, qu'on les renouvelle chaque année. Peut-être réfléchir à la temporalité, mais en tout cas, il faut absolument continuer ces débats et cette réflexion. Je pense que c'est très porteur et que le milieu en a vraiment besoin actuellement. Juste préciser que j'interviens au titre de l'ACDC, l'Association des centres de développement chorégraphique, qui travaille depuis un moment sur cette question de l'artiste associé, d'un artiste associé. Et effectivement, si on ne répond pas à toutes les problématiques que nous avons pu traverser lors de ces journées de réflexion, nous tentons quand même d'y parvenir. Donc je vais vous présenter, j'ai peu de temps,
quelques minutes. Donc vous présentez les axes, les grandes lignes, hein, une petite synthèse de cette réflexion, de ce projet. Évidemment, les axes de ce projet s'articulent autour des missions des centres de développement chorégraphique. Vous savez que nous avons un cahier des charges et missions qui est relativement précis. Et on a essayé de se calquer aux grands axes pour monter ce projet d'artistes associés. Donc, nos missions, c'est la création, la diffusion, on le sait, la question aussi de l'éducation artistique, et en tout cas la question du lien entre un artiste et un public, et la question aussi relative à tout ce qui est de la formation. En ce qui concerne la création, on est effectivement parti sur, on va dire, un contrat de 3 ans, et on a pensé à 2 créations maximum, pour laisser le temps aux choses de se faire correctement. On a pensé aussi à tout ce qui est de la question de la reprise d'un répertoire. On sait que cette question est importante, et on va bientôt traverser, on va avoir en charge de grandes régions, et que ces répertoires peuvent s'installer sur différents lieux qui sont en lien avec chaque centre de développement chorégraphique sur ces territoires. La question du temps de recherche aussi, la connexion avec les artistes du territoire, ces connexions sont importantes, on le sait, pour les échanges, pour la question de la formation, de la transmission, donc c'est un élément aussi qu'on va essayer de privilégier. Et bien sûr le soutien au montage financier, de la recherche en production, de l'apport en coproduction, puisque on le sait, ces créations ont besoin d'un socle financier important, et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui aux compagnies. En ce qui concerne la diffusion, bien sûr, ça semble une évidence, mais ça ne l'est pas tout le temps. La présentation de chaque création pour les coproducteurs, et un soutien à la circulation des pièces. Voilà. Sachant qu'on a tous un territoire défini, je l'ai dit tout à l'heure, donc soutenir financièrement la capacité d'une pièce à pouvoir s'étendre sur un espace élargi. Sur la question de l'éducation artistique et culturelle, des projets co-construits, évidemment, un partage d'expériences, des bonnes pratiques, comme on l'a soulevé tout à l'heure. Il faut absolument co-construire avec l'éducation nationale, avec les réseaux des acteurs sociaux, voilà, toute la communauté éducative, c'est important, avec les artistes, interprètes et chorégraphes. Sur la question de la formation, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Formation pour les danseurs, mais aussi la formation pour les médiateurs. Cette question de la culture chorégraphique pour rayonner sur un territoire est importante. Donc il faut absolument que cette question des médiateurs et de cette culture soit partagée avec les artistes lors de ces 3 ans de compagnonnage ou d'association. Donc l'intérêt de ce que je viens vous présenter, c'est évidemment d'avoir une structure plus forte en termes d'accompagnement financier, c'est important. L'ouverture à un territoire, chaque CDC a son réseau, chaque CDC a ses points de chute, a ses partenariats. Donc en faire profiter à un artiste associé sur un temps de 3 ans pour qu'il puisse tisser des liens et ensuite continuer son aventure. Et bien sûr, c'est le renforcement de tous les axes autour de la création et de la diffusion. Donc au final, le renforcement de la proximité entre un artiste et un public, donc le cœur des missions des CDC, c'est pour ça qu'on ne s'interdit pas aujourd'hui de fortement penser à cette question de l'artiste associé au sein de nos structures. Merci Stéphane. Je vais maintenant passer la parole à Solène Racapé sur une troisième préconisation en matière de production et de diffusion des œuvres chorégraphiques, qui est l'évolution du dispositif Accueil Studio. Alors la mission Accueil Studio, telle que définie par le ministère de la Culture, vous le savez, existe depuis 1998. Une charte a été rédigée en 2010, et ainsi qu'il a déjà été dit, le montant attribué à cette mission pour chaque CCN, soit 45 000 €, n'a pas évolué depuis 1998. Ce montant n'a donc pas évolué depuis 17 ans. Aujourd'hui, les créations chorégraphiques se construisent largement grâce à ce dispositif qui a glissé malgré lui au fil du temps. À la fin des années 90,
l'Accueil Studio était considéré comme un soutien à la production pour des chorégraphes au début de leur parcours. Et il est devenu aujourd'hui un coproducteur important pour 4 générations de chorégraphes. Les principaux objectifs qui se sont dégagés au cours des journées de travail des 23 mars et 21 avril dernier sur l'évolution de l'Accueil Studio sont les suivants. Il s'agit d'abord de consolider les moyens de production afin que les œuvres créées soient plus solides, que leur temps de création soit conforté. Ce premier objectif induit le second, celui de l'augmentation significative de l'enveloppe à l'Accueil Studio par structure. Cette augmentation permettra davantage encore aux CCN et CDC d'être leviers auprès des structures des territoires et notamment auprès des scènes nationales. Enfin, il apparaît impératif que le processus d'Accueil Studio puisse aller jusqu'à la rencontre avec les publics et d'augmenter donc la confrontation des œuvres avec les publics. Il a été proposé qu'un cahier éthique et de bonnes pratiques soit rédigé par des représentants de l'ensemble du secteur chorégraphique, les tutelles, les compagnies, les structures, et qu'ils définissent par exemple des sommes planchées de 8 à 10 000 euros pour les apports en production, à différencier d'aide à l'écriture pour des projets plus en recherche. Qu'un Accueil Studio ne soit jamais isolé, mais construit en réseau avec d'autres CCN, CDC, scènes conventionnées, fabriques. Qu'un coproducteur principal accompagne très pragmatiquement chaque compagnie. Par ailleurs, une enveloppe Accueil Studio significativement renforcée permettrait de développer des processus de co-construction sur les territoires. Il pourrait s'agir d'accueil studio délocalisés en partenariat avec des structures ayant par exemple des possibilités de mise à disposition d'espace, mais peu de moyens financiers. Cette co-construction peut également s'imaginer comme un accompagnement de structures ayant une certaine frilosité à s'engager pour programmer de la danse contemporaine. Nous pourrions ainsi imaginer un soutien financier pour certaines structures qui s'engageraient à présenter une pièce ayant bénéficié d'un accueil studio sur son territoire. Ces processus de co-construction sont déjà à l'œuvre sur de nombreux territoires et des moyens supplémentaires auraient des effets immédiats et très porteurs. Enfin, il apparaît nécessaire que les CCN puissent tous avoir une mission et des moyens de programmation afin que l'évolution de l'accueil studio puisse aller très concrètement jusqu'à la rencontre des œuvres terminées avec les publics. Chaque CCN organise aujourd'hui des rencontres publiques, sous forme par exemple de répétitions publiques, mais il est important de pouvoir aller jusqu'à la rencontre du public avec les œuvres terminées. L'augmentation de l'enveloppe Accueil Studio pourrait donc être fléchée différemment, en consolidation des moyens de production et ou en moyens de programmation dans des processus de co-construction sur des territoires. Pour terminer, j'aimerais inviter la chorégraphe Mie Ocampo à partager sa vision sur cette question. Mie, que retiens-tu des accueils studios dont tu as pu bénéficier et quelles perspectives d'évolution te semblent impératives? Merci Solène. Je vais répondre pas directement mais plutôt par un témoignage en fait. Voilà, je précise que je prendrai la parole d'abord en tant que danseuse et ensuite en tant que chorégraphe et directrice artistique d'une compagnie indépendante. Je tiens aussi à remercier la CCN et ses partenaires pour offrir aux acteurs du secteur indépendant une parole et une participation à vos travaux. Danseuse. Je suis danseuse, professionnelle depuis 1990. De 1994 à 2000, j'ai eu la chance de travailler dans 2 CCN, le CCN de Tours pendant la direction de Daniel Larieux et le CCN de Belfort pendant la direction d'Odile Duboc. À l'époque, la danse était assez bien soutenue et les créations de ces 2 chorégraphes avaient le temps de mûrir avant d'être présentées au public. Le temps de répétition en studio pour une pièce était d'environ 12 semaines. Pendant cette période, j'ai rencontré quelques chorégraphes qui bénéficiaient des accueils studio des 2 CCN. Parfois, il y avait des télescopages de planning lorsque le CCN n'avait qu'un seul espace de travail, par exemple, ou un manque de matériel technique, mais avec un cours partagé le matin ou une écoute entre les artistes accueillis et la compagnie du CCN, sans parler de la curiosité réciproque qui permettait de tisser des liens, tout se passait plutôt bien.
Cela parce que le CCN se présentait comme le modèle idéal en termes d'ambition artistique, d'expertise, d'ancrage territorial, de rémunération. D'ailleurs, ça reste aujourd'hui un indicateur important. Et se présentait comme un outil innovant, dépoussiéré des pratiques traditionnelles des ballets de l'époque. Surtout, les CCN étaient dédiés à la création chorégraphique contemporaine. Je ne parle pas de style ou de courant artistique, mais bien d'aujourd'hui, du jour, du moment. Les conditions de travail étaient très bonnes, les conditions salariales très satisfaisantes, sans être toutefois mirobolantes. 10 000 à 12 500 francs, je parle en francs à l'époque, par mois, et les cachets de représentation à peu près à 1 800 francs, au minimum. Pour les conditions d'accueil, puisque la plupart des danseurs n'étaient pas des locaux, c'était OK. Alors, seulement OK, parce que pour l'un, il y avait des logements que la ville prêtait, mais dans prêter, il y a la perspective de rendre. Donc le CCN ne pouvait pas être sûr de pouvoir continuer d'une année à l'autre à offrir des logements aux danseurs ni aux compagnies accueillies. Pour l'autre, il n'y avait pas de logement attaché. Les danseurs permanents et les membres de l'équipe administrative ont suivi donc le chorégraphe dans la ville, ont déménagé, en partageant pour certains la location avec les danseurs intermittents le temps des contrats des intermittents. Parfois, sur les contrats de courte durée, 2 à 5 jours, les intermittents étaient logés à l'hôtel. À un moment donné, dans l'évolution naturelle du CCN, qui est le reflet à la fois d'un désir d'outrement du directeur, mais également d'un contexte culturel moins favorable à la danse contemporaine, et là je parle de style, la présence d'une équipe permanente de danseurs a cessé d'être d'actualité. Je ne me rappelle pas très bien cette période de transition, mais plus tard, il avait été dit que les danseurs étaient hébergés dans des hôtels, certes charmants, mais imaginez, malgré les efforts commerciaux de l'hôtel, cela devait coûter cher au CCN. Chorégraphe. J'ai déposé ma première pièce en 1995, mais je ne me dis pas chorégraphe avant 2008. Je monte quand même une structure, K622, qui est donc la structure qui porte mes créations depuis 1998, la date de création des accueils studios. De 1999 à 2007, K622 a pu bénéficier de plusieurs accueils studios en CCN et en CDC, qui ont tous été très différents. Ces différences sont liées à 1. Montant de l'aide en production de 0 à 15 000 €, ou aussi c'est arrivé qu'on soit en rémunération directe avec le CCN. 2. Espace de travail, équipé ou pas, possibilité d'accueil de spectateurs ou pas, accès au parc technique ou pas. 3. Conditions d'hébergement, maison, appart, hôtel. 4. Conditions de voyage, prise en charge totale, donc de tous les voyages. Partiel, un aller-retour par membre de l'équipe pendant la période de résidence, ou rien du tout. 5. Repas. Alors, défrayé si hôtel, panier repas si maison appart, ou débrouille-toi. 6. Accompagnement, curiosité, échange, aide à la recherche, rencontre avec la technique, avec l'équipe du CCN, partage donc autour du projet, ou pas du tout. 7. Action culturelle, répétition publique, ou pas. 8. Session de la création soutenue, soit dans le CCN, soit avec une scène partenaire, soit pas du tout. Chacun de nos accueils studios ont été une combinaison de tous ces points. Cette combinaison a été décidée soit par le CCN sans concertation, soit collégialement avec la compagnie. La plus étrange combinaison que nous avons vécue est celle-ci, 15 000 €, donc le point 1, et rien d'autre. Pas 2, pas 3, pas 4, aucun des autres points. Les raisons ont été, le CCN était en travaux, le directeur de la scène nationale partenaire a changé pendant cette saison-là, l'ancien ne pouvait rien faire, le nouveau ne voulait surtout pas faire avec ce qui avait été soutenu par l'ancien. Aujourd'hui, le résultat de cet accueil studio, c'est un regard bienveillant de l'administratrice toujours en poste,
qui est venue voir le spectacle en Ile-de-France à l'époque et qui continue de dialoguer avec nous depuis. Merci à elle, sinon je n'aurais jamais eu de contact autre qu'administratif et financier avec ce CCN. Et au passage, nous n'avons jamais tourné dans cette ville. Mon expérience peut sembler un peu obsolète, puisqu'elle s'arrête en 2007, car depuis K622 expérimente les résidences longues et d'autres formes de présence. Mais elle témoigne d'une chose qui n'a peut-être pas été énoncée et qui permettrait de mieux comprendre les besoins et les perspectives d'évolution souhaitables pour les compagnies indépendantes. C'est que celles-ci sont nomades ou semi-nomades. Alors je fais une petite wiki-définition du semi-nomadisme. On désigne par semi-nomadisme des modes de vie intermédiaires connaissant une pluralité de lieux de résidence, mais en nombre limité et sur des emplacements prédéterminés. En général, il s'agit de l'association d'une résidence principale et d'un ou plusieurs lieux de résidence secondaire utilisés de façon régulière pour une période restreinte, souvent au moment de la transhumance estivale dans les sociétés pratiquant l'élevage extensif. Pour environ 800 chorégraphes et ou compagnies, il y a donc 19 CCN, plus 12, bientôt 13 CDC, qui peuvent accueillir et accompagner un projet de la production à la création. Pour faire plus clair, de la répétition, donc objet de l'accueil studio, au spectacle, donc de la diffusion. Bien sûr, il y a d'autres équipements qui accueillent les compagnies, mais ce sont des lieux souvent pluridisciplinaires. Or, les CCN et les CDC sont pensés pour et dédiés à la danse. Donc forcément, les premiers partenaires des chorégraphes et compagnies indépendantes. Du côté des CCN, malgré une volonté féroce pour défendre cette mission, qui est l'accueil studio, malgré l'acquisition d'un grand savoir-faire depuis 30 ans, y compris économique, malgré une écoute du secteur pour l'améliorer et l'adapter, la charge est beaucoup trop lourde. Les équipes sont surchargées, le temps de travail est décuplé, le budget de 45 000 € trop serré, les aides saucissonnées, les projets parfois pas accompagnés comme souhaité et les artistes quand même un petit peu, pas tout à fait, complètement satisfaits. Alors, pour ajouter ce qui est indispensable en premier lieu, et ce qui fait suite à ce que Solène a énoncé, il faut absolument et urgemment augmenter, et ce pour tous les CCN, l'enveloppe dédiée à l'accueil studio, qui n'a pas donc évolué depuis 1998, 45 000 €. Les compagnies seront mieux aidées, mieux accompagnées, les projets aussi. Le CCN pourra accompagner un projet jusqu'à sa diffusion, peut-être même en réseau, pourra tisser de nouveaux partenariats avec des structures locales, pourra faire un plus grand travail de médiation, donc mieux rayonner et mieux partager ses savoirs et les œuvres sur le territoire, pourra engager une ou des personnes qualifiées pour porter cette mission. 100 000 €, ce serait bien. Merci. Merci Mié. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Perry qui va parler d'une proposition corollaire à celle de l'évolution de l'accueil studio. Il s'agit de l'accueil bureau. Alors, l'accueil bureau, c'est une proposition très simple à envisager qui pourrait permettre un meilleur partage des espaces et des compétences. Il s'agit de favoriser la présence des équipes administratives des compagnies indépendantes au sein des opérateurs labellisés à travers la mise à disposition de bureaux. Dans la plupart des cas, une telle initiative ne nécessite pas de moyens supplémentaires. Il est certain qu'à moyen terme, elle permettrait une meilleure connaissance mutuelle entre ces acteurs aux structurations et aux moyens si disparates. Bien sûr, cette proposition ne prendrait sens que si elle était nourrie par des temps d'échange entre les équipes, qu'ils soient thématiques ou totalement ouverts. Sans chercher à formater une proposition qui doit au contraire s'adapter à chaque situation, il apparaît judicieux que l'accueil bureau s'inscrive dans le temps pour permettre un soutien durable et des échanges riches. Par ailleurs, cet accueil bureau pourrait aussi devenir une forme d'accueil technique qui permettrait des échanges de compétences entre les équipes techniques des lieux et des compagnies indépendantes. Je vais passer la parole à Laurent qui va nous parler d'émergence. Merci Olivier.
On va plus particulièrement parler de la volonté, en tout cas de la réflexion ou de la proposition de développer des espaces intermédiaires dédiés à l'émergence. Cette proposition est arrivée finalement assez tôt dans les échanges du groupe atelier que j'ai co-animé avec Solène Racapé le 23 mars dernier, alors que nous travaillions sur l'enjeu 1, améliorer la cohérence du secteur chorégraphique. Sa forme, dans sa première expression, était très précise. C'est Jonathan Pranlas-Descours qui nous l'a proposé. Intégrer des espaces de visibilité intermédiaire dédiés à l'émergence associés à des programmations repérées. On reviendra un petit peu plus tard sur cette question. L'organe de gouvernance du séminaire a souhaité conserver cette préconisation et la remettre en discussion au cours de l'atelier du 21 avril, en ayant à l'esprit les assises de la jeune création annoncées par la ministre de la Culture et de la Communication le 17 avril dernier, et dont le processus de réunion nationale et régionale est en cours de développement. Vous avez peut-être, les uns ou les autres, été associés, vous avez peut-être été amenés à y participer. Pour les enjeux exposés dans le cadre de ces assises, ceux concernant la formation, le repérage de nouveaux talents, l'insertion professionnelle et artistique qui questionne en particulier directement le rôle des réseaux labellisés et des espaces de visibilité, mais ainsi ceux des liens transgénérationnels et pluridisciplinaires croisent directement nos débats. De même, cette notion de jeune création, qui doit continuer à être interrogée, en trouve et complète, selon nous, celle de l'émergence. Jonathan reviendra sur cette notion d'émergence dans quelques minutes. Il est bien évident que notre volonté n'était pas de s'engager dans un sous-atelier parallèle à ces assises, mais par notre travail collectif, de peut-être contribuer aux réflexions qui sont en cours. Revenons donc à cette question des espaces de visibilité intermédiaire dédiés à l'émergence, associés à des programmations repérées. Au cours de la discussion de l'atelier du 23 mars, des exemples comme la quinzaine des réalisateurs, du chantier des francopholies ou de Extension intégré au festival Impulse Dance à Vienne ont été exposés. L'objectif de cette proposition est ici de permettre à des artistes développant leur premier projet de disposer de conditions optimales de présentation de leur travail dans le cadre d'espaces de visibilité professionnelle non spécifiques. Bien évidemment des festivals, des saisons, mais a également été évoquée la question des premières parties, qui sont quasiment inexistantes dans le champ du théâtre ou de la danse, mais qui sont très présentes dans le champ des musiques actuelles en particulier, et d'insister aussi sur la nécessité que ces temps, quels qu'ils soient, ne soient pas spécifiquement ciblés jeunes créations, mais qu'ils soient intégrés dans des festivals repérés et professionnels. Nous avons clairement évoqué au cours de nos ateliers la nécessité de prévoir un accompagnement direct et également professionnel de ces projets aux différentes phases de leur création, en particulier sous la forme de temps d'échange avec de possibles mentors. Nous reviendrons un peu plus loin sur cette notion de mentor avec un exemple de bonne pratique extérieure. Notre proposition croise également la question de l'étude sur les bonnes pratiques que j'évoquais un petit peu plus tôt dans l'après-midi sous la forme de la mise en place d'une cartographie des espaces intermédiaires. Je vais terminer cette intervention autour d'une proposition par la brève exposition d'une bonne pratique mise en œuvre de l'autre côté des Alpes, en Suisse. On a insisté aussi beaucoup dans le cadre de ces 2 jours d'atelier sur le repérage d'autres expériences issues de pays européens ou de pays voisins. Cette proposition, en fait, suisse, elle émane de Pro Helvetia, la Fondation Suisse pour la Culture, et elle est mise en pratique et elle est activée en France dans 2 centres chorégraphiques nationaux, le CCN Ballet du Nord et le CCN Ballet de Lorraine où je travaille. Cette initiative portée par Pro Helvetia s'appelle Chorégraphing. Elle a pour but d'apporter un soutien, en fait, dans l'idée de promouvoir ce que Pro Helvetia appelle la relève, qui fait partie des tâches prioritaires de cette fondation. Dans ce sens, la Fondation a développé un éventail de mesures d'encouragement spécialement conçues pour permettre aux jeunes talents de réaliser leur potentiel et de les aider à s'affirmer dans leur activité artistique professionnelle au niveau national et international. Le projet Chorégraphing est l'une de ces mesures. Il est conçu pour offrir à de jeunes chorégraphes suisses de la relève, dont la carrière est prometteuse, de rencontrer des personnalités de la scène chorégraphique nationale ou internationale, fédérale ou internationale, lors d'un stage long rémunéré auprès d'elles portant sur la création d'une œuvre chorégraphique. À notre connaissance, comme je le citais tout à l'heure, 2 CCN ont participé à ce projet en 2014-2015, d'autres seront sollicités, je pense, pour les saisons futures. Nous nous sommes arrêtés plus longuement sur cet exemple venu de Suisse,
en raison de la diversité des éléments et des questions qu'il interroge. Tout particulièrement la notion de mentoring et de partage de connaissances et de compétences, la question de la solidarité transgénérationnelle, la question de la multiplicité des espaces intermédiaires possibles, mais également la question de l'ouverture à l'international. Nous pourrons retrouver un peu plus tard un autre exemple de la dynamique des professionnels suisses du secteur chorégraphique avec un témoignage de la directrice de réseau dans Suisse, Isabelle Wong. Je vais passer la parole à Jonathan Prendas-Descours. Jonathan, j'ai cru comprendre que tu as pu avoir l'impression, en fait, contrairement à ce que je viens d'exposer, que la question de l'émergence n'a pas été finalement assez traitée au sein des ateliers du 23 mars et du 21 avril. Peux-tu nous donner quelques éléments et nous expliquer en fait pourquoi tu as cette impression? Donc bonjour. C'est vrai que du coup tu as dit beaucoup de choses et finalement on en a parlé, mais on en a peut-être pas parlé dans les bons termes. J'ai eu l'impression aussi qu'on bâcle un peu ce sujet de l'émergence. En tout cas c'est ce qui est sorti un petit peu des séminaires. Et du coup mon sentiment là-dessus, je me suis demandé pourquoi c'est un sujet qui nous saoule en fait, disons-le franchement. Et donc je me suis dit voilà, ça nous met face aussi au système, ça nous met face à notre héritage, ça nous met face à qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ce qui nous est offert, cette belle politique culturelle, cette exception française, même si du coup on a vu qu'en Suisse il y avait des très beaux exemples aussi, mais du coup voilà, c'est face à tout ça qu'on est, nous en tout cas, jeunes créateurs labellisés, mis en discussion. Et donc c'est cette discussion avec soi-même, on se dit mais qu'est-ce que je fais moi du coup avec ça, et comment je peux avancer du coup avec ce terme d'émergence, et du coup avec cette notion de relève, de continuité, de passation, qu'est-ce qu'on veut bien nous laisser et qu'est-ce que nous on veut laisser aussi au prochain. Donc je pense que la culture et du coup la question de l'émergence, c'est la question de toutes les structures, et non pas finalement comme ma première proposition, peut-être des plateaux spécifiques, mais qu'il faut peut-être que tout le monde s'empare de cette question. Si toutes les structures avaient un vrai projet spécifique pour aider cette étape de la création, peut-être que ça permettrait déjà de donner des réponses. Pourquoi? Parce que du coup je me suis dit aussi, on est vraiment dans cette notion du parcours d'artiste, et c'est vraiment une étape, c'est pas juste une plateforme comme ça où on jette et faut voir si ça atterrit bien, mais dans tous les cas on a acheté. C'est aussi important de le penser vraiment comme une continuité, et on est face aussi à cette pyramide très française qui du coup pense l'émergence, ensuite la compagnie conventionnée, ensuite quelques extras un peu mieux pour arriver au CCN, et du coup la sortie du CCN qui est donc le déclin. Et donc si on pensait une chose un peu plus linéaire sur le parcours d'artiste, je pense que la place de l'émergence pourrait répondre à beaucoup de questions. J'ai fait aussi mon petit Wikipédia. C'est très compliqué l'émergence en termes de sciences. Mais il y a une définition qui m'a un petit peu interpellé. Donc c'est une apparition soudaine d'une idée, d'un fait social, économique, politique, de propriété nouvelle qui émerge du système complexe. Effectivement, le système est complexe et on en est le fruit. Et donc ce fruit, il est une sorte de mini-société de finalement cet héritage. Et je pense que les problèmes qui sont rencontrés, donc la visibilité, l'accessibilité, comment survivre avec 3 dates par an, toutes ces questions-là, ce sont finalement des questions qui traversent les générations, avec du coup des moments plus ou moins réussis. Et si on s'attaque à ces questions-là, on résout quelques questions sur l'émergence, et surtout on aide à peut-être planifier un petit peu différemment le réseau ou le système. Et voilà, c'est plutôt court en fait, mais ainsi une chose, de différencier aussi cette notion de parcours d'un interprète qui du coup arrive à réunir les conditions suffisantes pour monter un projet, et de se projeter dans une compagnie, dans la construction d'une compagnie, et du coup dans le développement d'un territoire, qui sont du coup 2 manières différentes d'émerger, et donc qui sont 2 projets pour moi aussi très différents, et donc qui posent du coup des questions aussi un petit peu différentes. Voilà.
Merci Jonathan. Je vois Millet qui acquiesce, en tout cas en partie. On pourra l'évoquer tout à l'heure dans le cadre des discussions avec la salle. Je vais passer la parole à Olivier Perry, qui va intervenir plus particulièrement sur la question parole de danse, danse et société. Merci Laurent. Donc il me revient la lourde tâche de parler de la place de la danse dans notre société. Alors tout d'abord, j'aimerais partager avec vous quelques constats concernant l'ancrage social de la danse dans notre pays. L'ancrage social de la danse a considérablement évolué au cours des dernières décennies, mais demeure aujourd'hui relativement modeste par rapport à d'autres disciplines du spectacle vivant. Par exemple, l'étude Les pratiques culturelles des Français du DEPS, dans sa dernière livraison, datée de 2008 si je ne me trompe pas, établit que 8 personnes interrogées sur 100 ont assisté à un spectacle de danse au cours des 12 derniers mois, contre 19 personnes sur 100 pour le théâtre. Par ailleurs, la même étude souligne la surreprésentation des populations urbaines et ou ayant un haut niveau d'études parmi les spectateurs de danse. Un constat qui vient compléter le précédent est la faible diffusion de la culture chorégraphique qui est presque absente des programmes de l'éducation nationale et après avoir progressé, a ensuite perdu de sa présence dans les médias. Les nostalgiques de la case d'Arte du dimanche en début de soirée ne viendront pas me contredire. Par ailleurs, la danse souffre d'un manque d'exposition sur les scènes de notre pays avec des présences trop souvent